C'est l'année 2025 et la guerre nucléaire est sur nous. Après 80 ans de quasi-accidents et de menaces en l'air, les relations entre les États-Unis et la Russie ont finalement basculé dans un conflit nucléaire à grande échelle. Les alliés des États-Unis rejoignent le combat. Des bombes américaines sont lancées depuis des sites situés dans les États membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, dispersés à travers l'Europe. Des bombes russes sont lancées depuis l'enclave de Kaliningrad, le long de la mer Baltique. Des missiles Tomahawk survolent nos têtes. Des métropoles majeures s'effondrent au cœur d'immenses tempêtes de feu. Dans les premières heures, 360 millions de personnes sont mortes. Ce n'est qu'une fraction du nombre total de personnes qui finiront par périr. Comment en est-on arrivé là et comment cela finit-il ? Le 6 août et le 9 août 1945, les États-Unis ont largué 2 bombes atomiques sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. Moins d'un mois plus tard, le Japon a officiellement capitulé, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. Dans les déserts du Nouveau-Mexique, des scientifiques ont créé une bombe ayant le pouvoir de détruire le monde. Maintenant, nous passerions le reste du temps à essayer de ne pas l'utiliser à nouveau. Lorsque le brouillard de la guerre s'est dissipé, il était clair que le monde était en ruine. L'économie européenne s'est effondrée. Près de 70% de son infrastructure industrielle a été détruite. Pendant ce temps, l'Union soviétique avait perdu 27 millions de personnes. Toute une génération de jeunes hommes qui avaient été anéantis. Les gens cherchèrent des réponses et ont constaté que la guerre avait émergé des années de dépression des années 1930. Des gens affamés et désespérés avaient été sensibles à des démagogues charismatiques tels qu'Adolf Hitler. La guerre représentait désormais une menace existentielle pour l'humanité comme jamais auparavant. D'anciens alliés se transformaient également en ennemis. L'armée rouge soviétique avait libéré de vastes étendues de l'Europe de l'Est de l'occupation nazie, les annexant ensuite dans le cadre du projet communiste. Cependant, avec l'Europe détruite, les États-Unis exerçaient un contrôle sans précédent sur l'économie mondiale. Ils étaient responsables de la moitié de toute l'industrie mondiale. Ce que les États-Unis avaient à offrir, c'était de l'argent pour remettre l'Europe sur les rails. Ils espéraient quoi-qu'il que cela suffirait pour prévenir une autre guerre. Au début, l'aide américaine excluait l'Allemagne, craignant sa rematérialisation. Mais rapidement, la pensée a changé, reconnaissant qu'une Europe paisible et prospère doit inclure le peuple allemand. En 1948, les États-Unis ont mis en œuvre le plan Marshall, officiellement appelé le Programme de récupération européenne. Au cours des 4 prochaines années, il transférerait 13,3 milliards de dollars à l'Europe. Bien que proposée, l'Union soviétique a refusé l'aide financière et bloqué l'assistance aux autres pays du bloc de l'Est. Même la Finlande s'est sentie obligée de refuser l'argent de peur de contrarier son puissant voisin. Dans les années d'après-guerre, l'Europe a vu son avenir inextricablement lié. Les nations ont signé un certain nombre de traités dans lesquels elles promettaient de venir en aide les unes aux autres, en cas de nouvelle guerre. Le traité de Dunkerque a réuni la France et le Royaume-Uni dans un accord de réciprocité mutuelle. Le traité de Bruxelles a étendu cet accord à la Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord de 1949 a réuni les 5 pays du traité de Bruxelles, ainsi que les États-Unis, le Canada, le Portugal, l'Italie, la Norvège, le Danemark et l'Islande. Chaque nation a promis son soutien en cas d'invasion étrangère. La signature de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord a déclenché des émeutes en Islande. Ses habitants s'opposaient à la possibilité d'un autre enchevêtrement étranger et souhaitaient un retour à l'isolationnisme. Mais ces jours étaient révolus, et le Parlement islandais a signé de toute façon. Ceci a marqué la naissance de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Sa devise était « Animus in consulindo liber » ou « Esprit libre dans la délibération ». La décision de venir en aide à un État membre attaqué serait automatique et délivrée sans délai. L'aspect clé de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord était l'article 5 qui stipulait qu'une attaque contre un pays membre devrait être traitée comme une attaque contre tous. Bien que les membres soient obligés de répondre, la réponse n'a pas à inclure une action militaire, bien que cela est souvent supposé. À l'époque moderne, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord a même reconnu la cyberguerre comme un front de bataille légitime, ce qui signifie qu'une attaque cybernétique peut déclencher l'article 5 de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et obliger les autres États membres à fournir de l'aide. La même année que la formation de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord s'est formée, l'Union soviétique a développé sa propre bombe atomique en utilisant des renseignements volés au projet Manhattan. Le monde avait maintenant 2 superpuissances engagées dans un jeu de surenchère, avec le potentiel de déclencher une dévastation nucléaire. En 1954, l'Union soviétique a demandé à adhérer à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, proposant la réunification de l'Allemagne et le retrait de toutes les troupes étrangères. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord a rejeté la proposition de l'Union soviétique.
Le premier secrétaire général était Lord Ismay, qui définissait les buts de l'organisation comme étant de garder les Russes dehors, les Américains dedans et les Allemands sous contrôle. Cependant, avec l'Union soviétique renforçant sa puissance en Europe de l'Est, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord avait besoin d'une Allemagne de l'Ouest solide pour arrêter l'avancée du communisme. En 1955, l'Allemagne de l'Ouest a rejoint, suivie par la Grèce et la Turquie. En réponse à son rejet par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'Union soviétique a lancé sa propre version, appelée le Pacte de Varsovie. Son nom officiel était le Traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle de l'Union soviétique. Mais avec la poigne de fer des soviétiques sur leurs États satellites, l'accord était en grande partie superflu. Pendant ce temps, la France était agacée par l'influence conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni sur la direction de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le président français Charles de Gaulle a poussé pour le droit de faire une paix séparée avec l'Union soviétique. Les Français ont également interdit les armes nucléaires contrôlées par une autre nation et ont commencé à construire leurs propres armes. L'événement nucléaire le plus marquant de cette époque fut la crise des missiles de Cuba de 1962. Lorsque les États-Unis ont déployé des missiles Jupiter à tête d'hydrogène en Turquie, l'Union soviétique a répondu de manière similaire en installant des missiles nucléaires à Cuba, à moins de 100 miles des côtes américaines. Après une confrontation tendue, les deux pays sont parvenus à un accord. Les Soviétiques ont retiré leurs armes de Cuba et les États-Unis ont retiré leurs armes de la Turquie plusieurs mois plus tard. Après la crise des missiles de Cuba, il était clair qu'un certain type d'accord devait être conclu. Et effectivement, les puissances nucléaires ont commencé à élaborer un accord pour éviter un désastre. En 1968 est venu le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Les puissances nucléaires ont convenu de partager la technologie de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et de poursuivre le désarmement. Les signataires non nucléaires du traité se sont engagés à ne pas obtenir d'armes nucléaires. Aujourd'hui, 191 pays ont signé le traité de non-prolifération, à l'exception notable de l'Inde, du Pakistan, de la Corée du Nord et d'Israël. Les années 1970 ont vu naître les négociations sur la limitation des armes stratégiques, aussi connues sous SALT, où les États-Unis et l'Union soviétique se sont entendus pour limiter les défenses de missiles stratégiques. Cependant, en 2002, les États-Unis se sont soudainement retirés du traité sur les missiles anti-balistiques de SALT, affirmant que l'accord était trop restrictif à la suite des attaques du 11 septembre. Suite à l'annulation du traité, les États-Unis ont commencé à déployer des missiles vers l'Europe de l'Est, prétendument pour contrer les menaces de la Corée du Nord et de l'Iran. Les années Reagan des années 1980 ont vu la création du traité de réduction des armes stratégiques, connu sous le nom de START, dans lequel les États-Unis et l'Union soviétique ont convenu de limiter leurs arsenaux stratégiques déployés à 1600 véhicules de livraison, chacun portant un maximum de 6000 ogives. En 1987, seulement 4 ans avant la dissolution de l'Union soviétique, les États-Unis et les Soviétiques ont signé le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, ou INF, définissant le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire comme celles ayant des portées entre 500 et 5500 km, éventuellement détruisant plus de 2000 missiles. Mais en 2019, le président Donald Trump a mis fin au traité INF, accusant la Russie d'avoir violé ces termes et invoquant la nécessité pour les États-Unis de répondre aux menaces de la Chine. En 1990, l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest se sont réunifiés. Les négociateurs soviétiques et ceux de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord se sont rencontrés pour discuter des termes de la réunification allemande. Il a été décidé qu'une Allemagne réunifiée serait membre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, succédant à l'Allemagne de l'Ouest. Pour obtenir l'accord soviétique, des promesses ont été faites mais jamais mises par écrit. Les soviétiques se méfiaient de l'expansion de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Au cours des négociations, le secrétaire d'État américain, Jack Baker, a affirmé que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ne bougerait pas d'un pouce vers l'Est. Ce n'était pas une promesse que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord était prête à tenir, et la décennie suivante verrait l'organisation s'élargir pour inclure de nombreux anciens satellites soviétiques. En 2021, Vladimir Poutine a tenu une conférence de presse dans laquelle il s'est adressé aux puissances occidentales, disant « Vous nous avez promis dans les années 1990 que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ne bougerait pas d'un pouce vers l'Est. Vous nous avez trompés sans vergogne. » En 1997, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a accueilli 3 anciens États soviétiques, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Ces derniers ont été suivis au cours des 10 années suivantes par l'admission de 7 autres pays d'Europe centrale et orientale. À cette époque, la Russie ne pouvait pas exiger que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord honore ses promesses de 1990. L'État nouvellement démocratique était en mauvaise santé. Comme le disait une phrase, les Russes devaient apprendre à manger leurs épinards.
Lors des accords d'Helsinki, le président russe Boris Eltsine a accepté d'abandonner son opposition à l'expansion de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en échange de l'intégration dans l'ordre mondial du commerce. L'économie russe a pris le pas sur les préoccupations de sécurité et l'Occident a vu peu de besoin de craindre de provoquer l'ours russe. En 2004, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a accueilli la Roumanie puis l'Estonie, à la frontière de la Russie. En moins de 15 ans, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord avait étendu sa portée à près de 1000 miles à l'est. Des experts en politique étrangère comme George Kennan ont averti que l'expansion de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord dans l'ancienne Union soviétique entraînerait inévitablement une réaction négative. Comme l'a souligné le politologue Richard Sakwa, l'existence de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord était justifiée par les menaces à la sécurité provoquées par son élargissement. Alors que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord absorbait de plus en plus l'Europe de l'Est, la Russie voyait sa sphère d'influence diminuer. Cependant, elle maintenait que des lignes rouges existaient concernant l'Ukraine et la Géorgie, qui revêtait une signification particulière dans l'imagination russe. La Géorgie était le lieu de naissance de Joseph Staline, et sa localisation dans le Caucase en faisait une région cruciale de l'ancien empire russe. L'importance de l'Ukraine est encore plus grande, avec une frontière commune qui s'étend sur 1200 miles. De plus, la capitale ukrainienne, Kiev, revêt une grande importance pour la fondation de la Russe et pour l'origine de l'identité nationale russe. L'empiètement ici était sûr de susciter la colère d'une Russie nouvellement renforcée, cherchant à se réaffirmer après le désespoir des années 1990. En 2009, on a dit à la Géorgie et à l'Ukraine qu'elles pourraient éventuellement faire partie de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Mais l'organisation n'a créé aucun chemin vers l'adhésion, connu sous le nom de Plan d'action pour l'adhésion. En privé, les experts en politique étrangère doutaient que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord puisse jamais admettre la Géorgie et l'Ukraine en raison de la colère potentielle envers la Russie. D'une certaine manière, c'était le pire des deux mondes, mettant la Russie sur le qui-vive en annonçant des plans pour inclure la Géorgie et l'Ukraine avant que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ait la capacité de les défendre en tant qu'État membre. Juste 4 mois après cette annonce, les forces russes ont franchi la frontière du district géorgien d'Ossétie du Sud, dont l'armée était formée et armée par les États-Unis. L'invasion est survenue quelques jours seulement après un exercice militaire américain en Géorgie, impliquant environ 2000 soldats. En Ukraine, le président Viktor Yanukovych avait été élu sur une plateforme pro-occidentale. Mais en 2013, il a soudainement changé d'avis. Il a exprimé son désir d'adhérer à l'Union russo-eurasienne. Il voulait également accepter un prêt de la Russie de 15 milliards de dollars. Cela a conduit aux manifestations de Maïdan, à l'exil de Yanukovych en Russie et à l'invasion de la Crimée par la Russie en 2014. Jusqu'en 2012, seulement 28% des Ukrainiens soutenaient l'adhésion à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cependant, après l'invasion de la Crimée, ce chiffre a grimpé à 69%. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a répondu à l'invasion en invoquant l'article 4. Les membres se sont engagés à augmenter les contributions financières à un minimum de 2% de leur produit intérieur brut et ont considérablement augmenté le nombre de troupes en Europe de l'Est. En 2019, Volodymyr Zelensky est devenu président de l'Ukraine avec 70% des voix. Même s'il s'est présenté pour une paix avec la Russie, cela est vite devenu insoutenable. Au milieu de ces tensions, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord menait des exercices militaires en Estonie, le long de la frontière russe, au cours desquels elle a lancé 24 missiles tactiques simulant une attaque sur les défenses aériennes russes. L'année suivante, les États-Unis et l'Ukraine ont conjointement organisé des exercices navals sur la mer Noire, impliquant 32 pays. Lors d'une réunion à Bruxelles en 2021, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a réaffirmé son engagement à étendre l'adhésion à l'Ukraine. En février 2022, la Russie a intensifié sa guerre en Ukraine. Poutine l'a qualifiée d'opération militaire spéciale. En octobre de cette année, le président américain Biden a reconnu le potentiel de la guerre à dégénérer sérieusement, affirmant que le monde était plus proche de l'Armageddon qu'à n'importe quel moment depuis la crise des missiles de Cuba. En février 2023, la Russie a augmenté son statut d'alerte nucléaire officiel, avertissant le Royaume-Uni qu'une action de sa part risquait de provoquer un tsunami radioactif. Moins d'un jour plus tard, les États-Unis ont élevé leur niveau d'alerte à la condition de défense 3 pour la première fois depuis les suites du 11 septembre. Les États-Unis et la Russie se sont réservé le droit d'usage préventif des armes nucléaires, et pas uniquement en réaction à une attaque par une arme nucléaire de leur adversaire. Durant sa campagne présidentielle de 2020, Joe Biden s'est engagé à adopter une politique de non-utilisation en premier. Cependant, sa revue de la politique nucléaire de 2022 n'incluait pas un tel changement. Les deux pays sont prêts à passer au nucléaire s'ils font face à une menace existentielle. Une menace qu'ils considèrent comme mettant en péril l'existence même du pays. Qu'est-ce qui constitue une menace existentielle? Il est impossible de le savoir à l'avance.
Une telle menace peut être interprétée aussi largement que « et l'opportunisme le dicte ». En effet, Poutine parle régulièrement de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en termes existentiels, l'accusant d'essayer d'affaiblir, de diviser et finalement de détruire la Russie. Il a juré d'utiliser tous les moyens à sa disposition s'il estime que l'intégrité territoriale de la Russie est menacée. Cette intégrité territoriale inclut désormais une grande partie de l'Ukraine. Un autocrate peut considérer l'avenir de son régime comme étant si étroitement lié à l'avenir du pays qu'une menace existentielle pour le régime est perçue comme constituant une menace pour le pays. Les États-Unis et la Russie sont prêts à utiliser le nucléaire face à une menace existentielle. La guerre en Ukraine peut-elle prendre fin tant que Poutine toujours au pouvoir? Il n'est pas clair comment un tel changement pourrait être autorisé à se produire. Si Poutine n'est pas disposé à mettre fin à la guerre sans victoire russe totale, la guerre nucléaire paraît inévitable. À quel point cela pourrait-il devenir grave? Creusons un peu plus profondément dans les arsenaux nucléaires à travers le monde. Ensemble, la Russie et les États-Unis possèdent 90% des armes nucléaires du monde. Les États-Unis à eux seuls possèdent 5400 armes nucléaires, dont 1744 sont maintenues en position de lancement immédiat. La majorité de celles-ci sont entreposées dans des sous-marins et des silos au cœur des États-Unis. 100 armes nucléaires sont conservées à l'intérieur des États membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en Europe. On estime que la Russie dispose d'un nombre encore plus important d'armes nucléaires prêtes à être utilisées, bien que leur opacité habituelle rende cela impossible à vérifier. La technologie des armes a fait d'énormes progrès depuis les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki. La plus mortelle est la bombe à gravité B-83. Les États-Unis et la Russie sont prêts à utiliser le nucléaire. La bombe B-83 est 80 fois plus forte que celle de 1945. Les missiles sont également plus précis. Ils sont si bien programmés et informatisés en termes de précision que les États-Unis ont largement renoncé à les tester. Des armes comme le Status 6, connu sous le nom de Poséidon en Russie et Canyon aux États-Unis, sont des torpilles à longue portée conçues spécifiquement pour contaminer radioactivement de grandes étendues de terre, les rendant inutilisables pour l'activité militaire et économique. Nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu'une arme nucléaire soit déclenchée par accident, comme cela s'est déjà produit par le passé. Une telle erreur pourrait inviter une salve de représailles nucléaires avant qu'il ne devienne clair que l'offense originale était involontaire. En 2017, un missile de croisière à propulsion nucléaire, appelé le Burevestnik, s'est écrasé dans la mer de Barents, au nord de la Russie, entraînant le lancement d'une mission de récupération. En 2019, un accident s'est produit sur un terrain d'essai à proximité, causant la mort de 5 personnes, ce qui était largement considéré comme étant lié au programme Burevestnik. Bien que les sources officielles aient affirmé que l'explosion était non nucléaire, des journalistes indépendants ont noté une augmentation des niveaux de radiation et l'évacuation des villages environnants. Les armes nucléaires illustrent le dilemme de sécurité, où les actions d'un pays visant à renforcer sa sécurité, comme l'augmentation de son arsenal nucléaire, diminuent la sécurité des autres pays. Sans traiter de désarmement, la prolifération est sans fin, chaque côté renforçant ses défenses en réponse à l'autre. L'invasion russe de l'Ukraine a poussé la Suède et la Finlande à chercher à adhérer à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'ancien président russe Dmitri Medvedev a averti que cela libérerait Russie de sa promesse de ne pas déployer d'armes nucléaires dans la région de la mer Baltique. Cependant, les responsables lituaniens affirment que la Russie a toujours eu des armes nucléaires dans la région de Kaliningrad. Ce petit morceau de la Russie situé sur la Baltique est séparé du reste du pays. 5 pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord abritent des armes nucléaires américaines. La France et le Royaume-Uni maintiennent leurs armes nucléaires, rendant le continent très encombré. Les traités nucléaires ont permis de passer près de 80 ans sans l'utilisation d'une arme nucléaire. Pourtant, même l'utilisation d'armes nucléaires ciblées et à petite échelle pourrait agir comme l'éclatement d'un barrage autrefois puissant, brisant un tabou puissant qui nous a maintenus en sécurité. Poutine, quant à lui, a nié l'existence d'un tel tabou. Il décrit l'Occident comme ayant créé un précédent en utilisant des armes nucléaires pendant la Seconde Guerre mondiale. De cette manière, cela décharge la Russie de toute responsabilité potentielle dans la rupture du tabou nucléaire. Alors, quelle serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase et déclencherait le début de la guerre nucléaire? Aucune des deux parties n'exclut l'utilisation d'armes nucléaires en situation d'urgence existentielle. L'utilisation pourrait commencer par des armes tactiques à petite échelle, suffisamment ciblées pour anéantir un seul immeuble d'appartement, contrairement aux destructeurs de villes auxquels nous pensons habituellement. Ces armes nucléaires tactiques peuvent tirer des obus aussi petits que 15 cm de large depuis l'artillerie de champ de bataille. Appeler une arme nucléaire tactique donne l'impression qu'elle est extrêmement précise, capable de choisir des cibles avec une précision chirurgicale. Mais ça reste une bombe, par nature encombrante, et en fonction du vent, elle propagerait des radiations bien au-delà du point d'impact.
Même une arme nucléaire à petite échelle larguée dans une zone densément peuplée peut tuer des milliers de personnes. Et les radiations peuvent rendre une zone inhabitable pendant des années. Les armes tactiques pourraient aussi cibler l'infrastructure énergétique, les lignes d'approvisionnement et les dépôts d'armes. On estime que la Russie détient environ 2000 armes nucléaires de petite échelle, notamment l'Iskander-M. Malgré sa puissance relativement faible, l'Iskander a un rayon d'explosion supérieur à celui largué sur Hiroshima. Les armes sont déjà assez effrayantes quand nous les imaginons fermement sous le contrôle de gouvernements, du moins en partie responsables envers leur peuple. Mais que se passerait-il si elles étaient utilisées par des acteurs non conventionnels? En 2022, quelqu'un a pillé la centrale électrique de Tchernobyl, volant du matériel radioactif qui pourrait être transformé en une soi-disant bombe sale, un dispositif nucléaire improvisé. La Russie a attribué le pillage aux Ukrainiens, affirmant qu'ils prévoient d'utiliser une telle arme contre eux-mêmes, puis d'en accuser la Russie. En juin 2023, Yevgeny Prigojine a dirigé ses 5000 unités paramilitaires dans une tentative de marche sur Moscou. Pendant la mutinerie, un contingent de soldats a peut-être tenté d'obtenir des armes de l'armurerie, connues sous le nom de Voronezh 45, qui est censé posséder des armes nucléaires suffisamment petites pour tenir dans un sac à dos, bien que de telles armes aient été supposées être détruites pendant la guerre froide. Le premier lieutenant, Bruce Blair, était officier de contrôle de lancement pour les missiles intercontinentaux dans les années 1970. Blair était terrifié par la facilité avec laquelle deux personnes travaillant dans des stations de lancement séparées pouvaient prendre le contrôle de l'arsenal nucléaire et exploiter 60 mégatonnes de puissance nucléaire à diriger contre des États étrangers. Les officiers de contrôle de lancement ont un niveau de contrôle extraordinaire en cas d'urgence, le président n'ayant que quelques minutes pour décider comment réagir. Les responsables nucléaires ont même une expression qu'ils appellent « bloquer le président », ce qui signifie présenter les options de telle manière que le président n'a guère d'autre choix que de lancer des missiles. En cas d'attaque nucléaire, le temps est si précieux que certains systèmes d'armes sont conçus pour réagir automatiquement si une menace nucléaire est détectée. Dans une telle situation, il faut une intervention humaine pour arrêter un lancement nucléaire plutôt que pour l'initier. Nous devons voir que l'un de ces deux individus pourrait forcer des situations que même les chefs de gouvernement pourraient ne pas être en mesure d'arrêter. Donc, à quoi ressemblerait une guerre nucléaire une fois commencée? La plus probable, parmi les nombreuses façons de commencer, serait l'utilisation de bombes nucléaires tactiques en Ukraine, ce qui pourrait rapidement conduire à une guerre nucléaire à grande échelle. Une fois qu'une bombe nucléaire frappe, des centaines voire des milliers d'autres sont prêtes à suivre. 4000 détonations potentielles, chacune de 100 kilotonnes en moyenne, entraînerait rapidement la mort de 360 millions de personnes. Ces bombes sont des voyageuses rapides. De la Russie, chaque ville aux États-Unis est à une demi-heure de distance. En Europe, le chiffre n'est que de 20 minutes. Lorsque les bombes frappent, les rayons X et les ondes de lumière ultraviolette créent une boule de feu de la température du centre du Soleil. Les personnes à l'épicentre sont instantanément vaporisées. Le nuage sous forme de champignon est radioactif. Il propage des matières dangereuses en fonction de la force du vent ce jour-là. L'onde de choc, se déplaçant initialement plus vite que la vitesse du son, crée une pression atmosphérique suffisamment puissante pour faire effondrer des bâtiments à des dizaines de kilomètres de distance. Des incendies éclatent, liquéfiant le verre et l'asphalte. Un missile nucléaire moderne, guidé avec précision, contient plusieurs kilotonnes de trinitrotoluène. La détonation envoie une rafale de radiation durant moins d'une seconde, mais mortelle jusqu'à 1 mile de distance. Un flash thermique cause des brûlures au premier degré jusqu'à 8 miles de distance. Une ogive nucléaire moderne de 300 kilotonnes est presque 10 fois plus puissante que les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Si une telle explosion aurait lieu sur une ville comme New York, elle pourrait tuer 1 million de personnes en 24 heures et déclencher un incendie de masse de 6 miles de diamètre. Notre meilleure idée de à quoi ressemblerait une guerre nucléaire provient des attaques américaines sur Hiroshima et Nagasaki. 140 000 personnes à Hiroshima et 73 000 à Nagasaki sont mortes, soit instantanément, soit dans les 5 mois suivant l'impact. Dans un rayon d'1 mile autour de l'explosion, les victimes ont été calcinées, la peau se détachant complètement de l'os. D'autres ont été instantanément transformées en squelettes, tandis que toute chair s'est évaporée. De nombreux survivants ont été touchés par le syndrome d'irradiation aiguë. Les victimes ont souffert de diarrhée sanglante, de perte de cheveux et de fièvre. Certains sont morts. Les taux de cancer étaient peut-être moins graves que ceux qui étaient craints initialement. Une guerre nucléaire totale enverrait beaucoup plus de bombes à travers le globe. Encore plus préoccupant que les victimes immédiates sont les effets sur le climat et l'environnement. D'énormes incendies enverrèrent de grands nuages de poussière noire haut dans l'atmosphère, créant des nuages de poussière bien plus grands que ceux observés pendant la Seconde Guerre mondiale.
Non seulement les armes actuelles sont plus puissantes, mais les villes cibles comme Moscou, New York et Londres sont aussi plus densément peuplées, générant plus de débris à propulser dans l'air. Il y aura tellement de poussière que des panaches de fumée s'élèveraient au-dessus du niveau des nuages et dans la stratosphère. À cette altitude, aucune pluie ne pourrait tomber pour laver la poussière. Au lieu de cela, elle serait directement exposée au soleil, ce qui ferait monter la poussière encore plus haut, jusqu'à 80 km au-dessus de la Terre dans la mésosphère, où elle resterait jusqu'à une décennie. Les courants G répandraient la fumée à travers l'hémisphère nord en quelques jours. La planète entrerait alors dans un hiver nucléaire, avec une baisse moyenne des températures mondiales de moins 9 degrés Celsius, plus froide que les températures de la dernière ère glaciaire. Les latitudes nord seraient plus touchées par la baisse de température. Et ici, l'agriculture serait réduite à une fraction minime de la production normale, dévastant les populations d'Europe, de la Russie et du Canada. Sur une planète de 8 milliards de personnes, 5 milliards mourraient de faim. C'est un futur que personne sur Terre ne souhaite. Alors, comment éviter que ce sombre futur ne devienne réalité? Notre meilleur pari est de prolonger les traités actuels et d'en créer de nouveaux. Le favori actuel est le nouveau traité de réduction des armes stratégiques appelé New START. Les deux parties ont respecté les termes du traité à l'échéance initiale en 2018 et ont convenu de le prolonger jusqu'en 2026. Pendant ce temps, l'OTAN pourrait avoir étendu son influence autant qu'elle le peut sans provoquer la Russie à un degré apocalyptique. L'idée de sphère d'influence pourrait sembler profondément antidémocratique. Pourtant, elle fait partie de la politique mondiale, que nous l'admettions ou non. Les deux pays ont refusé d'adopter une politique de non-utilisation en premier, où ils s'engageraient à ne pas utiliser d'armes nucléaires à moins que l'autre partie ne le fasse en premier. Au lieu de cela, les deux ont réservé le droit d'utiliser des armes nucléaires en cas de menace existentielle. Cela devrait être clair à présent que la véritable menace existentielle est la guerre nucléaire elle-même.